Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je ne vous présente pas, mais je vais le faire quand même. Vous êtes universitaire, vous êtes sociologue, spécialiste notamment de sociologie politique. Vous êtes chroniqueur dans de multiples enceintes de presse, notamment le Journal de Montréal et le Figaro hebdomadaire. Vous avez une chronique hebdomadaire. Vous présentez également une émission phare, Face à Bock-Côté, sur la chaîne CNews. Et vous êtes également chroniqueur à Europe 1. Mais à côté de cela, vous avez une œuvre qui se construit progressivement. Après la révolution racialiste et autres virus idéologiques, vous venez de publier, toujours chez le même éditeur, les excellentes presses de la Cité, Le totalitarisme sans le goulag, qui est une réflexion, alors de haute volée, sur l'effondrement progressif de la liberté dans l'Occident développé. Ça concerne aussi bien l'Europe que les Amériques, peut-être même d'ailleurs Israël, on va l'aborder au cours de cette émission. Et donc effectivement, c'est une réflexion sur la manière dont un certain nombre de concepts sont instrumentalisés, transformés de manière fantomatique, rendus indéfinissables et manipulables. Le concept de l'extrême droite, notamment, bien sûr, en fait partie. Alors, on a décidé de diviser ces réflexions partagées avec vous, Mathieu Bock-Côté, sur Radio J, en deux parties. On va s'intéresser d'abord aux transformations de la liberté dans ce vaste monde, dans cet Occident globalisé, en quelque sorte, sur lequel vous réfléchissez dans vos travaux de sociologue, et notamment, bien sûr, dans le totalitarisme sans le goulag. Alors, repartons du commencement. Vous êtes un disciple de deux éminents philosophes du monde contemporain, Roger Scruton dans le monde anglo-saxon, Raymond Aron dans le monde français et francophone. Et vous attendiez, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes québécois, donc à Montréal à l'époque, vous étiez un tout jeune homme, vous attendiez à ce que la chute du mur de Berlin signifie un Occident qui est définitivement du côté de la liberté. Et notamment, bien sûr, de la liberté de conscience, de la liberté de penser et de la liberté d'opiner, d'exprimer son opinion dans l'espace public. Est-ce que 30 ans après, en gros, il faut en rabattre de cette espérance, Mathieu Bock-Côté? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. C'est une intuition que j'ai eue assez tôt dans ma vie intellectuelle. Je la résumerai ainsi. Rappelons que vous êtes né en 1980, donc vous êtes jeune, je veux dire, à l'échelle de la vie intellectuelle, vous êtes jeune. On est quelque part dans mon... Quand je raconte ça, on doit être autour de 97-98. Donc mon père, cela dit, est un intellectuel, donc j'ai été élevé dans cet environnement-là, c'est un historien. Et j'ai une impression assez... Je le formule ainsi, j'ai 17 ans environ. Nous avons gagné politiquement la guerre froide, mais nous l'avons perdu idéologiquement. Et autrement dit, la guerre froide, nous l'avons remportée. On croyait à la victoire, disons-le ici, de Raymond Aron, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan. Vous mettez un signe d'égalité entre Raymond Aron, qui est un libéralisme politique français modéré, et des gens qui sont plus hardcore, comme Ronald Reagan. C'était le camp occidental. Il y a des nuances. Il n'y a pas d'équivalence entre eux, mais ils étaient néanmoins dans le même camp occidental. Donc j'aurais pu dire Aron, mais j'aurais pu dire aussi Keynes, mais j'aurais pu dire aussi Friedman, Hayek, mais je peux dire aussi Chirac. Faites la liste de tout le camp occidental globalement. Nous avions, entre guillemets, gagné. Et cela dit, mais idéologiquement, nous avons perdu. J'entends par là que la révolution engagée en Occident même, parce que qu'on dit souvent mai 68, mais les Radical 60s, comme on dit en Occident, derrière la continuité institutionnelle de nos sociétés, donc continuité de la démocratie libérale, continuité de la société des libertés, continuité de la liberté d'expression, continuité du pluralisme politique, derrière cela, ces concepts commençaient à changer de sens. Donc les mots demeuraient, le sens des mots changeait. Et donc je me rappelle autour de 97-98, je dis à mon père, c'est une conversation dont j'ai gardé le souvenir, que nous sommes passés, donc nous avons gagné politiquement, perdu idéologiquement, et il faudrait suivre la trace, disais-je, c'était des lectures nouvelles chez moi, de Marx à Foucault en philosophie politique, pour voir de quelle manière, finalement, à travers Foucault, la gauche radicale l'avait emporté dans le monde occidental. Ça, c'est l'intuition d'un jeune homme de 17 ans qui avait besoin de beaucoup de documentation. Alors, vous citez Michel Foucault, c'est une référence effectivement bienvenue pour comprendre ce qui arrive à la gauche. Effectivement, au temps qui précède la French Theory, l'émergence de la French Theory, notamment donc Michel Foucault, on peut dire que la gauche, dans ses différentes versions, elle est soucieuse de justice sociale, de meilleure répartition de la richesse, d'accession des plus humbles aux lumières du savoir, etc., etc. À partir du moment où la French Theory s'impose comme une référence écrasante dans les gauches européennes, et dans les gauches américaines d'ailleurs,
on peut dire que cet horizon-là devient secondaire. Ce qu'il va importer, c'est de mettre en valeur les minorités, l'immigré et toutes les autres minorités. Ensuite, je dirais que, alors, n'ayant jamais été, entre guillemets, un homme de gauche, je n'ai pas à sauver une gauche originelle à laquelle j'aimerais me raccrocher. Donc, si je fais l'histoire du 20e siècle, vous n'êtes pas dans la position, alors, pour le dire, je ne suis pas de s'il faut mettre des étiquettes, vous n'êtes pas dans la position qu'on peut qualifier de tiraillé ou de tragique, de ceux qui, comme Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls, voudraient encore sauver quelque chose de la gauche politique aujourd'hui. Finkielkraut, que j'admire absolument, Alain Finkielkraut, l'académicien Alain Finkielkraut. C'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. Bon, moi, j'ai jamais été de gauche, donc ça règle le problème. Donc, je ne suis pas de ceux qui sont à la recherche d'une gauche originelle perdue. Et j'ai toujours été libéral-conservateur de tempérament, toujours attaché à la nation, ne serait-ce que par fidélité québécoise, toujours libéral-conservateur, ce que je n'ai jamais cru... Pour vous situer, on peut dire que vous êtes un souverainiste québécois. Un indépendantiste québécois. Dans votre matrice. Ah oui, je suis né indépendantiste québécois, et tant que le Québec ne sera pas indépendant, je serai d'abord et avant tout, au-delà de la gauche et de la droite, un indépendantiste québécois. Mais puisque, heureusement, la philosophie politique ne s'épuise pas sur la question du Québec, si je dois me coller une étiquette à tout prix, je dis libéral-conservateur. Pour la raison suivante, je crois à la démocratie libérale, au pluralisme politique, aux libertés, et aux cadres qui rendent ces libertés possibles. Et ça, c'est la civilisation occidentale et la nation. Or, pour moi, l'histoire de la gauche est une histoire qui est trouble dès ses origines parce qu'elle porte la promesse de l'utopie. Or, l'utopisme est contradictoire avec une claire conscience des libertés politiques. Le propre, pour moi, d'une intelligence politique, c'est de comprendre que toute société porte en elle-même son inachèvement, ou toute société qui promet d'arriver à une société définitivement réconciliée, où le bien, le juste et le vrai et le beau coïncident dans une doctrine, c'est une mutation religieuse du politique. Or, la cité terrestre n'est pas la cité céleste. Prenons ça comme... C'est le point de départ de ma modération politique revendiquée. De votre modération et de votre conservatisme. Oui, vous assumez, dans le totalitarisme sans le goulag, votre dernier ouvrage, Mathieu Bocoté, vous assumez cette filiation conservatrice, avec notamment les pages très belles que vous consacrez à Roger Scruton. Je reviens sur le commencement de votre itinéraire intellectuel et médiatique. Il commence effectivement à Montréal, dans... je crois, ce quartier qui s'appelle Outremont, dans lequel vous avez grandi. Ah non, j'habite Outremont, mais j'ai grandi à Lorraine. Lorraine, qui est une petite ville sur la rive nord de Montréal. Absolument, qui est la ville de Saül Bellow. Non, Saul Bellow, lui, c'est la Chine. Voilà, pardon. Vous êtes une syllabe près de nuance. Saul Bellow, c'est la Chine. C'est dans l'ouest de Montréal. Moi, j'ai une Lorraine dont le boulevard principal s'appelle le boulevard de Gaulle et où il y a une rue Colombé. Vous comprenez un peu l'état d'esprit? Je comprends votre état d'esprit. Donc, je comprends pourquoi vous êtes un ardent gaulliste à l'âge de 17 ou 18 ans. Mais je comprends pourquoi aussi vous avez une claire conscience du fait que, au fond, le peuple québécois est mis en danger. Mis en danger, je veux dire, à l'époque où vous êtes encore un adolescent. Et vous sentez, alors c'est vrai que vous le racontez, c'est passionnant, vous sentez que nous sommes au bord d'un moment, donc après la chute du mur, en réalité vous êtes jeune, c'est en 96 ou 97, où on va procéder progressivement, chez les progressistes, jusqu'au président Trudeau d'ailleurs, à l'abolition du peuple québécois historique. Comment ça se passe, au fond, cette prise de conscience historique que vous avez du fait que, au fond, un processus mental, bien sûr psychologique, de grand remplacement du peuple québécois est engagé? Alors, j'utilise pas la formule grand remplacement. Non, c'est moi qui l'utilise. Parce qu'elle me semble inadéquate pour différentes raisons, mais j'utilise sans souci, dans le cas du Canada, je parlerai de coup d'état démographique, plus largement de submersion démographique, je résume. Si je fais l'histoire du Canada en 2 mots, jusqu'en 1982, environ 1982, le Canada vit de manière résiduelle sur ce qu'on appelle le mythe des 2 peuples fondateurs. Il y a les Canadiens français, les Canadiens anglais, ou alors les Québécois et les Canadiens anglais. Or, Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel premier ministre, qui est un anti-québécois, alors québécois par ailleurs lui-même, mais anti-nationaliste. Le mot nationaliste chez nous n'a pas une connotation négative. Anti-nationaliste obsessif par rapport au Québec, dit non, il n'y aura pas de reconnaissance du peuple québécois, et il nous fait passer du biculturalisme, binationalisme canadien, au multiculturalisme. Et dans tout ça, le peuple québécois passe de peuple fondateur à communauté ethnique, entre guillemets, parmi d'autres, à côté d'autres communautés. Dans la diversité canadienne. Et ce régime va se radicaliser de 82 à aujourd'hui. Et donc, à l'échelle de l'histoire, je vous résumerai ça simplement, l'indépendantisme québécois est fondé parce que tout simplement les Québécois doivent se gouverner par eux-mêmes, mais depuis 1982, ils sont pris dans un régime qui conteste leur existence même comme peuple, même lorsqu'ils le reconnaissent symboliquement, ils donnent aucune dimension politique à tout ça, et je vous le résumerai ainsi. Au Canada, le rappel de l'existence de la nation québécoise passe pour une forme de suprémacisme ethnique. Donc dès lors, on est dans cette idée que lorsque les Québécois rappellent qu'ils existent, ils sont accusés de suprémacisme ethnique et racial et de nationalisme ethnique et ainsi de suite. Donc dès
lors, l'indépendance du Québec, pour moi, a toujours été, mais est plus que jamais, une question existentielle pour les Québécois. Alors, nous sommes avec vous, cher Mathieu Bock-Côté, vous êtes sociologue, évidemment, vous êtes également chroniqueur de presse, présentateur d'émissions sur CNews. Le totalitarisme sans le goulag, c'est une réflexion de fond sur cette privation, sur cet abandon, sur ce renoncement progressif à la liberté politique dans l'Occident. D'ailleurs, nous croisons des thèmes sur lesquels moi-même je suis souvent alerté et vous avez eu l'occasion de me donner l'occasion d'en parler, donc c'est très intéressant. Vous parlez au sujet de la société québécoise, de la mise en œuvre au niveau du Canada en globalité, depuis la fin des années 90, d'une forme de réingénierie identitaire à grande échelle. Alors, question très simple. À partir de quel moment, vous, qui êtes un jeune intellectuel québécois, vous avez à peine 20 ans à l'époque, prenez-vous conscience que cette réingénierie identitaire va forcément de pair avec un racornissement de la liberté? Ah, ça m'obsède. Enfin, je dirais que dès mon premier bouquin, 2007, La dénationalisation tranquille, mais plus encore, une question m'obsède sur laquelle je reviens toujours, mais j'y reviens sans jamais m'y consacrer pleinement, c'est la question du retour du totalitarisme. J'ai une conviction très vite qui m'arrive. Le spectre, hein, comme disait Jacques Derrida, le spectre d'une manière ou d'une autre peut renaître. La question totalitaire. Il hante exactement. l'Europe. Donc nous sommes, exactement, l'Occident en général. Et j'ai assez rapidement la conviction que le totalitarisme se recompose sous des formes nouvelles. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit sans le goulag aujourd'hui, c'est le point d'aboutissement de cette réflexion, parce que nous sommes à ce point pris dans une vision du totalitarisme très 20e siècle, qu'on ne voit pas que l'esprit du totalitarisme peut se recomposer. Or, tous mes livres, de la dénationalisation tranquille jusqu'au précédent, la question qui les travaille, c'est la question de l'identité. On ne se refait pas, je suis québécois, la question qui m'obsède, c'est la question du fondement, du substrat de la communauté politique, de l'identité. Oui. Et là, d'ailleurs, vous l'écrivez, on va le voir un petit peu plus tard dans ces deux émissions, vous écrivez que la référence à la définition culturelle de la nation est recodée en stigmate de l'extrême droite. Voilà. C'est une des lignes forces, en quelque sorte, des attaques systémiques contre la liberté que vous décrivez, notamment dans le totalitarisme sans le goulag. C'est que ça vient ensemble. C'est-à-dire que, je reviens sur la notion d'extrême droite dans un instant, mais ce livre-là, c'est la première fois que alors que la question de l'identité vient jamais seule, elle s'accompagne de toute une série d'autres éléments, mais ce livre-là, si je devais le résumer dans un terme, c'est pas la question de l'identité, c'est la question de la liberté. Ouais. Et c'est pour ça que je dirais que c'est mon livre probablement le plus... Alors, je me veux disciple d'Aron sans l'avoir jamais connu, j'avais 3 ans lorsqu'il est mort, mais... Et moi donc Mais pour moi, c'est mon livre qui se veut le plus aronien, parce que je reprends cette enquête, appelons ça, sur les mutations du totalitarisme dans les temps présents. Alors justement, on va prendre des exemples concrets. Vous avez déclaré récemment sur votre chaîne, l'excellente chaîne CNews, même si on peut ne pas en partager toutes les prises de position, qu'il y avait une attaque systémique contre la liberté d'expression menée en France aujourd'hui, au travers de dispositifs qu'on va évoquer dans un instant, qui consistent, disons, à promouvoir, selon vous, hein, je me place de votre point de vue, et qui est sans doute le point de vue des dirigeants de cette chaîne, à promouvoir une presse officielle, en quelque sorte, en France. Alors évidemment, il n'y a pas une liste officielle de journalistes officiels, mais enfin, on sent qu'ils existent. Alors, on va prendre des exemples concrets de cet effondrement de la liberté du débat. Nous avons cette attaque absolument terrifiante qui a vraiment glacé le sang de millions de Français, quelles que soient leurs opinions politiques, cela va de soi, contre la jeunesse de Crépol, victime donc d'attaques au couteau. Et nous avons, dans les heures qui suivent, un débat très intense sur la nature de ces attaques. Et nous assistons à des discours dont on comprend évidemment le raisonnement politique, mais qui vont essayer de retirer progressivement toute dimension, si vous voulez, d'agression ethnique à ce qui s'est produit. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces discours? Est-ce que ce sont des discours que l'on peut légitimement interpréter, comme l'ont fait certains, comme une tentative de casser le thermomètre pour ne pas aiguiser, pour ne pas aggraver une situation déjà très tendue? Ou s'agit-il au contraire de quelque chose d'autre, Mathieu Bock-Côté? Alors, je précise que je ne parle qu'en mon propre nom. Je ne prétends pas parler au nom de la chaîne je parle à mon propre nom, qui parle à la chaîne à la générosité de m'accueillir. J'ai fait référence à la chaîne parce qu'elle se pose aujourd'hui en défenseur d'une liberté d'expression menacée. Oui, absolument. Voilà, pour la liberté d'expression, ça y a pas de... Je pense que c'est la vraie ligne éditoriale de la chaîne. Cela dit, moi, Crépol est en fait le symbole, et c'est un moment qui m'a bouleversé, en fait, du basculement, de l'évolution et du basculement de notre rapport à la liberté d'expression et à l'insécurité tout à la fois. Au tout début, j'entends, il y a quelques années, on nous expliquait qu'il n'y a pas d'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. On connaît ça de manière classique.
Ensuite, on nous a expliqué, bon, il y a des événements, mais ce ne sont que des... S'il y a de l'insécurité, elle n'est pas connotée culturellement ou elle ne témoigne pas d'une forme de choc des civilisations quotidiennes. Ensuite, quand on a vu qu'il y avait une dimension qui, quelquefois, avait cette charge culturelle, ce choc des cultures avec une dimension sécuritaire, on a dit, ce ne sont que des faits divers. Donc, le propre du fait divers, qu'est-ce que c'est? C'est que là, ou alors on invisibilisait. Hein. Mais alors, quand c'est plus possible d'invisibiliser, alors on mentionne. On mentionne le réel, mais on ne le mentionne que sous les traits du fait divers, en disant, voilà, c'est tragique, mais ça ne veut rien dire sociologiquement et politiquement. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, et donc, vous avez le sentiment qu'on a assisté dans les heures qui ont suivi les attaques au couteau de Crépol à une tentative de ramener de neutralisation. Cette tragédie, de la neutraliser en fait divers. Il y a quand même un élément central. Assez rapidement, on perce une information moi, qui me bouleverse, c'est que parmi les agresseurs, il y en a qui disent on va aller planter du blanc. Planter du blanc, ça va poignarder des blancs. Bon. Objectivement, si quelqu'un disait on va planter du noir, ou planter de l'arabe, ou planter faites ce que vous voulez, on dirait que c'est une agression raciste. Et on le dirait avec raison. Pourquoi, soudainement, lorsque vient le temps de planter du blanc, ce n'est pas raciste? Pourquoi il faut laisser ça de côté? Alors, je vais vous poser la question. En même temps, j'ai mon opinion sur cette... Enfin, j'ai mon intuition sur cette question. Vous parlez des commissaires politiques, du retour des commissaires politiques. C'est au cœur de votre livre d'événements, Le totalitarisme sans le goulag aux presses de la cité. Nous parlons de l'effondrement de la liberté. C'est le premier volet de notre réflexion ensemble sur Radio J, Mathieu Bock-Côté. Est-ce qu'au fond, ces commissaires politiques, nous pensons à quelques noms, nous ne les citons pas par charité pour eux, ne sont pas animés d'abord par la volonté justement de ne pas aggraver les choses, au fond, de dédramatiser pour qu'il n'y ait pas ensuite... Vous croyez pas qu'au fond, ils sont au service? Ils sont peut-être des relais, d'ailleurs, parce que vous interrogez aujourd'hui sur l'émergence d'une presse officielle. S'il y a cette presse officielle, est-ce qu'elle n'est pas d'abord un relais de pouvoir public un peu tétanisé par cette question identitaire? Moi, je formulerai les choses autrement. Je pense que quel que soit le malheur qui frappe notre société, que ce soit l'agression de Crépol, ou alors le Bataclan, ou entre les deux, tout ce qu'on peut imaginer, rien n'est plus grave dans l'esprit du régime que le fait que ça puisse favoriser la montée de l'extrême droite. Le régime, c'est quoi? C'est le régime macrono-italien? Non, le régime diversitaire. Le régime diversitaire, diversitaire. Existe partout en Occident. Mais eux sont des expressions du régime diversitaire. Alors moi, le président et le premier ministre. Non, alors moi, je ne personnalise pas. Je parle de l'idéologie institutionnalisée partout en Occident, globalement, avec des nuances. D'accord. Et dont il est très difficile pour un gouvernant de s'écarter véritablement. Lorsqu'il veut s'en extraire, on cherche à le remettre, à le ramener à sa place, à le rabattre, à le casser, en fait. Or, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Au cœur du régime diversitaire, il y a l'idée que rien de ce qui peut arriver ne peut être plus grave que le fait que ça favoriserait la montée de ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on casse le thermomètre. Donc voilà, que ce soit le Bataclan, en dernier, regardez, le Charlie Hebdo, le Bataclan, tout ça, on dit aïe aïe aïe, ça va favoriser l'islamophobie. Ou l'extrême droite. Là, on va se dire, mais calmez-vous. Premièrement, ça, Dieu sait que je l'ai répété souvent, je cherche désespérément une définition convaincante de l'extrême droite sans la trouver. Ça va être, on va y venir, parce que c'est très intéressant. Mais je note que le régime nomme extrême droite tout ce qu'il déteste dans on est dans une extension. On est l'extension du domaine de l'extrême droite. Voilà. On peut dire qu'on est engagé dans un processus d'extension indéfinie du domaine d'application, de validité du concept d'extrême droite. Avec moi, je suis venu à dire d'ailleurs, tout le monde a été, est ou sera un jour accusé d'être d'extrême droite. Oui, d'ailleurs, vous avez raison. Un ancien Premier ministre socialiste qui se rend à un débat de valeurs actuelles peut être accusé par certains, du point de vue de LFI ou de socialistes canal historique, de faire le jeu de l'extrême droite. Voilà. Et pour moi, donc ça, cette catégorie-là, ne pas favoriser la montée de l'extrême droite ou ne pas faire le jeu de l'extrême droite, c'est ce qui vient tuer la pensée immédiatement. Ça vient abolir la possibilité même de la réflexion. Dès lors, peu importe ce qui arrive, on ne le nommera, on ne le conceptualisera, on ne le décrira que dans la mesure où ça ne favorise pas la montée de ce qu'ils appellent l'extrême droite. Dès lors, si la pensée est ainsi configurée, on s'interdit de voir ce qu'on voit, de décrire honnêtement les choses. Et moi, par ailleurs, puisque mon souci lorsque je décris quelque chose, c'est mon travail comme intellectuel, d'autres le définiront autrement, mon travail, c'est de décrire le plus honnêtement le moment qui est le nôtre historiquement. Voilà, comme le disait Charles Péguy, voir ce que l'on voit. Oui, mais une formule remise de l'avant par Finkielkraut, et il avait raison. Mais là, je pense que beaucoup de gens font un travail immense pour ne pas voir ce qu'ils voient, pour ensuite confesser en privé s'il le faut ce qu'ils voient, tout en espérant que personne ne le répète en public. C'était notamment Léa Salamé, on le sait, qui croise Éric Zemmour, il le raconte dans La France n'a pas dit son dernier mot, son livre de campagne en 2021, et qui lui dit « T'avais raison sur tout, ça me trouve le cul ». Et la phrase est authentique. Je laisse cette formule à d'autres. C'est une citation. Mais par contre, elle ne le dira jamais publiquement. Alors, fermons ce chapitre et passons à d'autres aspects de censure, puisque vous interrogez aussi dans Le totalitarisme sans le goulag sur les nouvelles censures. Il y a, selon vous, une menace. C'est ce que vous appelez, je crois, le confinement olympique. Est-ce qu'on va vivre
sous des formes renouvelées, les autorisations à être libres que le ministère de la Santé donnait aux Français quand ils voulaient échapper aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19 pour sortir, mais aussi, bien sûr, pour prendre le train ou pour monter dans l'avion et montrer patte blanche à l'époque. Il fallait montrer patte blanche en montrant qu'on était vacciné, qu'on avait les vaccins à jour, etc., etc. Est-ce que d'ailleurs, à ce moment-là, on a passé en quelque sorte un stade nouveau dans les sociétés occidentales? On sait d'ailleurs que le Premier ministre Trudeau était très en pointe sur l'application de ces règlements, peut-être plus que le président Macron. Est-ce qu'on a passé un stade nouveau, en quelque sorte, dans ce contrôle généralisé, soft, des populations occidentales? Alors, c'est très particulier cette période, parce que moi, sur le coup, je dirais comme plusieurs, pendant les 8 premiers mois, je vois, si la peste est de retour, on va rester chez soi, on n'est pas fou. Puis moi, C'était la peste au début, d'ailleurs. On l'a vécu comme tel, d'ailleurs. Voilà. Or, ce qu'on voit, le temps évolue, et ce qu'on comprend, c'est que les gouvernements, et ça, j'insiste, pas par esprit malveillant, mais parce qu'ils se sont enfermés dans un schème de pensée, ils se sont dit, bon, on va contrôler les populations pour éviter la circulation de l'épidémie, mais ils se sont habitués à la logique du contrôle des populations. Et dès lors, le confinement, le toujours plus de mesures, certains s'accrochaient aux mesures sanitaires comme à leur chapelet en d'autres temps. Eh bien, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est un consentement des populations à un contrôle généralisé des libertés et le passage d'une société de liberté à une société d'autorisation. Et je redoute que nos gouvernements se soient habitués à cela et que demain, moins pour la question olympique, bien que le code QR est de retour, au moment des basculements annoncés pour les changements climatiques, je redoute qu'on arrive au confinement climatique. Alors vous citiez justement, je crois, récemment Mathieu Bock-Côté en marge de la promotion de votre livre « Le totalitarisme sans le goulag », c'est vraiment le fil rouge de cette émission. Vous citiez une anecdote très signifiante à Outremont, donc dans un quartier qui est une commune, en fait, je crois, du Grand Montréal, que vous connaissez bien. Désormais, un automobiliste ou une automobiliste qui laisse le moteur de sa voiture arrêté tourner plus de 10 secondes est passible d'une contravention. Pourquoi ce genre de mesure, de contrôle social vert en quelque sorte, trouve-t-elle l'approbation globale des boomers dans les sociétés occidentales au sens large? Alors, évidemment, si vous tenez un discours comme quoi chaque geste que vous posez peut ou non sauver la planète, et vous avez d'ailleurs, il y a une logique assez religieuse. Puis on s'entend, je ne conteste pas l'importance de la question climatique, la question n'est pas là. Je conteste ce dont je redoute, c'est qu'au nom de cela, on justifie une société du contrôle généralisé. Et il y a quelque chose à donner une forme de religiosité, c'est-à-dire, il faut premièrement sauver son âme dans tous les gestes du quotidien pour ne pas abîmer la planète. Donc là, il y a cette espèce de... On va une espèce de souci du quotidien. Il faut pas... Je trier très correctement mes déchets. Mais vous avez bien compris ma question. Au-delà, pourquoi ça séduit tellement cette espèce de consentement à l'obéissance? J'y arrive. Je pense qu'il y a une forme, d'un côté, il y a une mentalité religieuse qui s'est réactivée. Deuxièmement, il y a une mentalité religieuse, mais pas sur le mode de la spiritualité personnelle, avec la codification intégrale des gestes du quotidien. Deuxièmement, et je crois que c'est important, il y a la logique de la surveillance, il y a un consentement à ça. C'est-à-dire qu'on se dit chaque fois, la logique de la surveillance, la logique du contrôle, ça vient pas d'un coup sur le mode, sauf au moment du confinement, ça vient pas sur le mode, on va se convertir en une société. C'est une vague qui monte très lentement. Et peu à peu, on s'y habitue. On considère que c'est une forme de civilisation nouvelle accordée aux exigences climatiques de notre temps. Mais au final, vous donnez l'exemple d'Outremont, si chaque conducteur, au bout de 10 secondes, vous imaginez le degré de contrôle social nécessaire pour que ce soit possible de « Ah, vous êtes à la 13e seconde, contravention », et plus encore, l'appel à la délation. Pour moi, c'est l'héritage toxique de la pandémie, l'institutionnalisation du délateur comme citoyen exemplaire, invité à surveiller son voisin pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les libertés autorisées. Ça, la question de la délation, elle est centrale, et pour moi, c'est un lieu, une forme d'abaissement de l'âme humaine que de la célébration du délateur. Alors, on est dans une radio parfaitement libre, Radio J, on est avec vous, Mathieu Bock-Côté, vous êtes un intellectuel qui dérange, mais justement parce qu'il écrit des choses qui peuvent être discutées, nous sommes là pour les discuter. Le totalitarisme sans le goulag, c'est votre livre événement, on parle du destin des libertés dans l'Occident globalisé, allant donc du Québec à Israël et en passant par l'Union européenne. On va venir à l'Union européenne en deuxième partie. Ce moment de contrôle social qu'a été le pass vaccinal, par exemple, selon vous, il a été pensé comme tel pour assujettir les populations à un consentement? Non, pas du tout. Je pense que on s'est embarqué de manière très pragmatique dans une méthode de gestion des populations sur le mode panique. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a un effet d'imitation. Les politiques, c'est pas très imaginatif. Donc, il y a un effet d'imitation. Quelque part, cette méthode est appliquée. On va appliquer un peu la même. Et c'est en faisant l'expérience de la chose qu'on s'est rendu compte de la folie de cette période. Quand on revient sur cette période, on se dit, mais qu'avons-nous traversé? Qu'avons-nous accepté? Et de ce point de vue, ceux qu'on a diabolisés
diabolisés en les traitant de complotistes tout le temps. Bon, évidemment, les authentiques complotistes sont d'authentiques farfelus. Oui, ceux qui on n'a s'imaginent pas à les défendre, on n'a pas à les défendre. Ceux qui s'imaginent que je ne sais quelle conspiration de quelques hommes qui veulent assujettir l'humanité, bon, on laisse ça de côté. Mais les inquiétudes de ceux qu'on a traités abusivement de complotistes. Rappelez-vous, pendant la COVID, si vous étiez critique des mesures sanitaires excessives, vous étiez traité de complotistes, eh bien, certains d'entre eux nous mettaient en garde. Ou critique des vaccins, simplement. Ou des vaccins, si vous souhaitez aussi. Voilà. Je pense que ces jours-ci, d'ailleurs, on voit que, par exemple, le vaccin AstraZeneca était remis en question assez sérieusement. Il était retiré. En raison des thromboses et des arrêts cardiaques qu'il a provoqué. Donc, le fait est que des gens qui ont été diabolisés l'ont été à tort. Et je note, soit dit en passant, si on fait l'histoire des 50 dernières années, que souvent les gens qui mettent en garde contre la perte des libertés, contre la perte d'identité, contre la déstabilisation de nos sociétés, soit par l'immigration massive ou autre chose, se font diaboliser, extrême droitiser, et 15, 20, 30, 40 ans plus tard, on finit par dire, mais ils n'avaient pas complètement tort. Donc, je me dis, quelquefois, la diabolisation est probable. Bon, c'est le contraire de l'intelligence. Et si on faisait une histoire des parias et des diabolisés depuis 50 ans, on constaterait que plusieurs parmi eux n'avaient pas complètement tort en temps réel. Mathieu Bocoté, merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. Alors, exceptionnellement, parce que le sujet est vaste, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même dispositif, pour une conversation où on va développer des réflexions plus ciblées sur la société diversitaire et son impensé idéologique, le totalitarisme sans le goulag, aux éditions Presse de la Cité. C'est votre livre événement. Merci d'avoir fait un tour par Radio J et très bon Shabbat à vous.